27 avril 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Commençons tout de suite par un fait divers où 6 militaires, dont des gardes de corps de hauts responsables étatiques, sont impliqués dans l'attaque à main armée survenue le 20 avril dernier au niveau du pont Amboudiadi. Un coursier travaillant pour une station de distribution de carburant située à Amboudemite qui transportait des fonds a été dévalisé. Les malfaiteurs ont emporté plus de 73 millions d'ariars. 5 des militaires ayant directement participé ont déjà été arrêtés, ainsi que 8 civils. Andoniana Martina sur les images de Yves Chanel. Dans la nuit du 20 avril dernier, vers 11 h environ, s'est produite l'attaque à main armée au cours de laquelle le coursier d'une station de distribution de carburant d'Amboudemite a été dévalisé. Les faits se sont déroulés près du pont d'Amboudiadi. 7 personnes armées à bord d'une voiture et 2 autres à moto ont commis cette attaque. Selon l'enquête, ils ont enlevé de force ce coursier avant de l'abandonner ensuite sur la route aux environs d'Amboudjumazak. Les bandits ont emporté à cette occasion la somme de 73 175 000 ariars. Ayant reçu une plainte, la gendarmerie du groupement de la gendarmerie territoriale d'Antananarivo-Ville a immédiatement ouvert une enquête. Le 22 avril dernier, l'un des bandits auteurs de l'attaque a été arrêté par les gendarmes et c'est ce dernier qui a dénoncé ses complices. 12 autres personnes ont ainsi été interpellées par la gendarmerie pour complicité et participation à cette attaque à main armée, 5 militaires ayant pris part directement et 8 civils. Des militaires qui seraient, selon les sources, des gardes de corps de hauts responsables. L'un des suspects, un ancien employé, chauffeur de camion-citerne, de cette station de distribution de carburant, serait le cerveau de cette attaque qu'il préparait déjà depuis le mois de mars. Toujours selon l'enquête, la préparation s'est faite à la sourde avec ses civils et militaires. Certains d'entre eux seraient propriétaires de la Kia Sorento utilisée. Toujours d'après l'enquête, c'est à Nansan qu'ils se sont partagés leur butin. La gendarmerie a également saisi la Kia, 3 motos ainsi qu'un pistolet Makarov avec ses munitions. Seulement 14 980 000 ariars ont pu être récupérés. L'enquête concernant cette affaire se poursuit selon la même source. On sait que 3 autres personnes sont encore recherchées, dont un caporal. Et 3 Chanumanar ont été détruits par un incendie survenu dans la nuit au Rouva d'Amboudjachim, dans le Maruvatan. C'est la deuxième fois que ces édifices sont victimes d'un incendie. L'origine du feu reste encore inconnue. Fajasena Mireille, Yves Chanel. 3 Chanmanar, comme ceci, se trouvaient auparavant au-dessus de ces tombeaux situés dans l'enceinte du Rouva d'Amboudjachim Marvatan. Ces habitations sacrées ont été entièrement ravagées par les flammes hier aux alentours de 23 h. L'origine du sinistre demeure inconnue. Selon les descendants propriétaires des lieux, le Rouva d'Amboudjachim est un site d'une grande importance et ce n'est pas la première fois qu'un incendie s'y produit. D'après les explications, cet acte serait une atteinte grave aux valeurs sacrées et culturelles et l'incendie aurait été intentionnel. Les responsables locaux, appuyés par les agents de sécurité, se sont mobilisés pour maîtriser le feu. Toutefois, rien n'a pu être fait pour sauver les Chanmanar. La suite de l'enquête sur cette affaire est attendue. Dans la page culturelle, le savk est une tradition betléo connue depuis longtemps dans la région sud de Madagascar. Aujourd'hui, cette pratique culturelle séduit également les habitants des hautes terres. Tous les ébus ne peuvent pas être utilisés pour le savk et des interdits sont à respecter pour ceux qui le pratiquent. Fajasena Mireille et Yves Chanel nous en disent plus. Le savk est une tradition betléo, autrefois utilisée comme moyen de réconciliation et qui perdure encore aujourd'hui. Toutefois, tous les betléos ne maîtrisent pas cette pratique. Certains possèdent un talent inné, tandis que d'autres l'apprennent. Une préparation est également nécessaire pour les équipes sélectionnées qui participent au savk. Les ébus en provenance d'Ambrunmani sont arrivés hier pour le savk prévu le 3 mai à Batumravavi. Le transport de ces animaux diffère de celui des ébus destinés à l'abattage et tous ne sont pas aptes à cette pratique.
En plus des zébus venant d'Amourène-Mani, d'autres provenant de Tiron-Mandit participeront également au SAVK prévu dimanche prochain. Et depuis 10 ans, Nkafinu Narazakamaef évolue dans l'univers du violon. Elle aspire à porter haut la culture malagasy à travers le violon. Découvrez son parcours dans ce reportage sur les images de Yves Chanel. Nkafinu Narazakamaef est âgée de 15 ans. Issue d'une famille de musiciens, elle a commencé à jouer du violon dès l'âge de 5 ans. Nka rêve de devenir une grande violoniste comme Itzhak Perlman ou Hilary Hahn. Pour cela, elle a suivi une formation dans une école de musique de la capitale. En 2025, elle a obtenu sa première appréciation avec mention très honorable avec félicitations du jury, décernée par la professeure Ingrid Zur, enseignante de violon à l'Université de musique et des arts de Francfort. Cette année encore, elle a reçu une distinction avec mention extraordinaire de la même professeure. Selon Nk, jouer du violon n'est pas facile et demande beaucoup de patience et de détermination. Elle se produira sur scène à Antananarivo le 8 mai prochain, accompagnée d'un orchestre de 20 musiciens. Économie à présent, nombreux sont les produits issus du Nord, mais jusqu'à présent, ils ne génèrent aucun retour en matière de développement pour la région, selon les natifs de cette zone. Ces derniers lancent ainsi un appel pour la recherche de solutions en faveur des populations locales. Felanarakutor Soul. La région Nord est riche en culture d'exportation et figure parmi celles qui alimentent le budget de l'État grâce aux produits intérieurs bruts issus de ces exportations. Cependant, cela n'a aucun impact sur le quotidien des habitants de cette région, selon les natifs regroupés au sein de l'association des originaires de Diego Suarez. Par ailleurs, les ressortissants de la région appellent à la mise en œuvre du projet Anjakak. Ce projet vise la construction et la transformation de l'aéroport d'Anjakak en aéroport international. Il permettra également d'accueillir de grands navires pétroliers et des conteneurs de grande capacité grâce à la mise en place des 2 quais de 12 mètres chacun prévus dans le cadre du projet. L'Association des originaires du Nord a tenu son premier congrès à Impeflou le week-end dernier, une rencontre consacrée à la réflexion sur le développement de la région. Et puis, les forces vives de la commune rurale de Manzakatump dans le district d'Ambatulampi ont bénéficié d'une formation assurée par Antara Makave, experte en leadership, gouvernance et management, vendredi dernier. À cette occasion, les attitudes à adopter face à une vision et des objectifs communs ont été transmises. L'objectif étant de renforcer l'unité et la cohésion de la population afin de favoriser le développement harmonieux de la commune.
Jameson Ranjanarmanan de Viva Intirabe. Toutes les forces vives de la commune rurale de Manzakatumpu, district d'Ambatoulampi, ont suivi une formation. La session a été dirigée par Antara Makavelu, originaire de la commune, spécialiste en leadership, gouvernance et management. Les participants ont été sensibilisés sur les attitudes à adopter face à la vision et aux objectifs communs dans le respect des valeurs malagasy. L'objectif est de renforcer l'unité, la cohésion sociale afin de permettre à la commune de progresser. Plus de 200 participants ont été invités, dont 4 notables par village issus des 30 villages de la commune, l'ensemble des chefs Ouktan et les quartiers mobiles, ainsi que des représentants des responsables religieux, des agents de santé, des enseignants et des conseillers communaux. Les thèmes abordés ont été jugés essentiels et tous ont reconnu leur importance dans la vie quotidienne. Ces forces vives formées auront pour mission de relayer et de partager ces acquis dans leur village et au sein de leurs communautés respectives. Dans 6 mois, les participants se retrouveront à nouveau pour faire un bilan et une évaluation des actions menées. Et toujours du côté d'Intirabe, mais en sport, le club disciple FC s'est imposé sur le score de 4-0 face au Mama FC lors de la 14e et dernière journée du championnat de Madagascar de football PFL Zone Sud. La rencontre s'est tenue hier au stade Vélodrome d'Intirabe. Disciple FC occupe ainsi la première place dans cette PFL Sud. Jameson Ranjanarmanan. La 14e et dernière journée du championnat de Madagascar de foot PFL Zone Sud s'est déroulée ce dimanche au stade Vélodrome d'Intirabe, opposant les joueurs de Disciple FC en rouge sur les images à ceux de Mama FC. Les 2 équipes ont montré leur détermination, mais aucun but n'a été inscrit en première mi-temps. En seconde période, Rad a ouvert le score pour Disciple FC à la 57e minute, suivi de Tino qui a doublé la mise 3 minutes plus tard. À la 85e minute, Fabrice a inscrit un 3e but. Dans le temps additionnel, une frappe de Tenj heurte le poteau avant que Gilbert, capitaine du Mama FC, ne marque contre son camp. Le club Disciple FC s'impose ainsi sur le score de 4-0. Outre le talent collectif des joueurs, l'équipe de Vaknakarach a également bénéficié du soutien massif de ses supporters. Mama FC a de son côté montré quelques faiblesses sur le plan physique et mental durant cette rencontre. Au classement de cette PFL Zone Sud, Disciple FC occupe la première place, suivi par LGCO+, la S Sainte-Anne se positionne à la 3e place, CFFA Anduran Footy à la 4e et Mama FC à la 5e place. Disciple FC représentant de Vaknakarach se dit prêt à se battre pour le titre de champion de Madagascar dans cette discipline. À l'international, le tireur qui a tenté de faire irruption dans un gala de presse à Washington en présence de Donald Trump cherchait à assassiner des hauts responsables de l'administration américaine, ont indiqué les autorités hier. France 24. Le chaos en plein dîner de gala. Des services de sécurité sur les dents. Comment l'assaillant a-t-il pu s'introduire dans l'hôtel avec des armes ? Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme y avait pris une chambre. L'établissement n'avait donc pas été évacué de ses autres occupants et aucune fouille des étages effectuée. Donald Trump lui-même pointe des failles dans le dispositif. On regarde les mesures mises en place et il apparaît que ce n'est pas un bâtiment particulièrement sécurisé. Le dîner se déroulait dans cet hôtel Hilton au cœur de Washington. La salle de bal est située au 2e sous-sol. L'assaillant n'a pas pu l'atteindre, il a été neutralisé au niveau supérieur, là où étaient installés les portiques de détection de métaux. Ces mêmes portiques que les invités munis de leur carton d'invitation avaient passé quelques minutes plus tôt. Selon leurs témoignages, il n'y en avait aucun autre ailleurs, ni dans l'hôtel, ni à l'extérieur. Un défaut qui surprend cet ex-membre du service de protection des hautes personnalités en France. Le principal critique que je pourrais faire, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui arrive en courant sur le portique de sécurité. Et donc il n'y a pas de contrôle avant le portique de sécurité. Voilà. Autre question, le temps de réaction des officiers du Secret Service chargés de la sécurité du président. Il leur faut de longues secondes pour se positionner en bouclier autour de Donald Trump. On les voit qui surgissent des extrémités de l'estrade.
Ce que j'ai remarqué dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas d'officier de sécurité à proximité pour éventuellement l'évacuer en cas de problème. La mallette de protection qui sert à bloquer certaines balles n'était pas présente non plus. Curieuse répétition de l'histoire, c'est devant ce même hôtel que l'ancien président Ronald Reagan a lui aussi été la cible de tirs. C'était en 1981. Et la visite d'État du roi Charles III et de son épouse Camilla aux États-Unis, qui débute ce jour à Washington, se déroulera comme prévu selon le palais de Buckingham, après l'irruption samedi 25 avril d'un assaillant armé au gala de la presse auquel assistait Donald Trump. France 24. Drapeaux britanniques et américains flottent à Washington. La capitale se prépare à recevoir le roi Charles III et son épouse dès ce lundi, malgré les coups de feu lors d'un gala le week-end dernier. La visite de 4 jours aux États-Unis, à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine, se déroulera comme prévu selon Buckingham. Au programme, des commémorations à Washington et New York où le roi se rendra au mémorial du 11 septembre. Mais aussi un discours au Congrès américain prévu ce mardi. Un exercice rare pour le monarque que seule sa mère Élisabeth II a réalisé dans l'histoire, en 1991. Cette visite doit permettre de conserver les liens entre les deux pays, une relation que la reine s'efforçait déjà d'entretenir pendant son règne. Les administrations de votre pays et les gouvernements de mon pays peuvent se succéder, mais nous continuerons à dialoguer. Nous devons rester à l'écoute. Nous pouvons parfois être en désaccord, mais nous devons toujours rester unis. Une relation distendue entre les deux pays, notamment depuis le début de la guerre en Iran. Donald Trump critique le Premier ministre Keir Starmer et son refus de s'engager dans la guerre. Avec Charles III, le président américain se réjouit de retrouver un interlocuteur qu'il apprécie. C'est un ami à moi depuis longtemps, donc il vient et nous allons passer un moment formidable. Il représente sa nation comme personne d'autre ne peut le faire. Après sa visite aux États-Unis, Charles III et la reine Camilla se rendront dans l'archipel des Bermudes, territoire britannique situé dans l'océan Atlantique. Et pour terminer, la situation reste instable et confuse après une série d'attaques coordonnées menées samedi par les djihadistes du JNIM, un groupe lié à Al-Qaïda et des rebelles Touaregs sur plusieurs villes, dont Bamako. Le ministre de la Défense, figure clé du régime militaire, a été tué. France 24. Dans ces convois militaires, ce que le Front de libération de l'Azawad présente comme des soldats russes de l'Afrika Corps quittant la ville de Kidal. Ils auraient passé un accord avec ce groupe rebelle Touareg qui revendique la prise totale de la ville située au nord-est du Mali. Une victoire pour ces combattants indépendantistes au terme d'une offensive coordonnée avec les djihadistes du JNIM alliés à Al-Qaïda. Des attaques multiples débutées samedi qui ont pris de court la junte au pouvoir. Gao, Sévaré, Bamako et la ville garnison de Kati, plusieurs localités ont été ciblées, des offensives inédites ces dernières années par leur ampleur qui ont coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Kamara. Un véhicule piégé, conduit par un kamikaze, a visé la résidence du dit ministre. Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé, puis transporté à l'hôpital, où il a malheureusement succombé. Le général Assimi Goïta a, lui, été exfiltré de Kati et se trouverait désormais en lieu sûr, selon les autorités. Le chef de la junte, président de la transition au Mali depuis 2021, n'a fait aucune apparition publique depuis le début de cet épisode de violence. Le pays, dirigé par des militaires arrivés au pouvoir après 2 coups d'État, est confronté depuis une quinzaine d'années à des violences djihadistes et de groupes criminels communautaires et indépendantistes. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.